Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo avec un titre un petit peu particulier comme vous avez pu le voir parce qu'en fait nous allons parler d'une attraction emblématique de Disneyland Paris qui a disparu mais qui reste très marquée dans la tête de ceux qui ont pu l'expérimenter. Il s'agit de Chérie, j'ai rétréci le public, voilà, d'où ce titre et donc nous allons explorer ensemble l'histoire de cette attraction et ses secrets, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Alors on remonte tout de suite en 1989 et en 1989 c'est un gros succès pour Disney avec Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est vraiment un énormissime succès. On est dans les années 80, on est dans une période assez tournée vers la science-fiction. On avait du Tron, on avait du côté des grands films, on avait Retour vers le futur. Donc Disney essaye de se démarquer et ça marche parce que Chérie, j'ai rétréci les gosses est un véritable succès. À tel point qu'il y aura deux suites, Chérie, j'ai encore rétréci les gosses et Chérie, j'ai agrandi le bébé un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment un énormissime succès. Et en 89, il y a aussi un autre parc qui va, autre chose qui va arriver chez Disney, c'est un parc, c'est le Disney MGM Studios Florida. Et ce parc va être extrêmement important parce qu'il va être assez fascinant pour l'époque parce que les gens aiment découvrir l'envers du décor du cinéma et ils vont retrouver leurs films préférés de l'époque, Indiana Jones, Star Wars forcément Chérie, j'ai rétréci les gosses parce que les Imagineers vont de suite, de par le succès du film, construire ce qu'on appelle un playground, c'est-à-dire un aire de jeu. Et cette aire de jeu va être thématisée sur tous les éléments que les gosses vont pouvoir rencontrer quand ils sont dans le jardin notamment. Donc on a tous les éléments du film et en même temps les gens sont réduits comme s'ils avaient été réduits par la fameuse machine du professeur Tsalinsky. Donc bien sûr, le succès du film plus le succès de cette petite zone au MGM Studios pousse les Imagineers à se tourner vers quelque chose de plus ambitieux en rapport avec la franchise. Alors, ils vont naturellement vers Epcot parce que Epcot a véritablement besoin de proposer quelque chose d'un petit peu plus novateur. Alors, les Imagineers ont d'abord une idée de parcours pédestre. Donc, parcours pédestre interactif et sensoriel en rapport avec la fameuse machine à rétrécir. Puis, cette idée et parce que Captain EO est vieillissant et qu'il a besoin d'un remplacement, cette attraction a besoin d'un remplacement, les Imagineers vont penser à reprendre des éléments techniques de Captain EO en les améliorant et en proposant quelque chose d'encore plus immersif et assez inédit malgré tout pour l'époque. Alors, le tournage du film va commencer entre fin 1993 et début 1994 avec les mêmes acteurs pour un film qui durera en totalité 23 minutes. Alors, la particularité de la storyline ici va résider dans le fait que le public n'est pas invité à regarder un film, pas du tout, mais plutôt à assister à la remise des prix de l'inventeur de l'année par la Imagination Institute. Donc en fait, c'est comme si le guest, le visiteur, était invité à une cérémonie. Donc on va mettre des décors dans la salle qui vont faire penser qu'il s'agit vraiment de la Imagination Institute. Et ça c'est assez inédit, c'est vraiment que le visiteur va complètement participer à l'aventure, il ne va pas juste regarder un film. Donc ça c'est absolument nouveau. Alors, c'est aussi la première fois que Disney va utiliser autant d'effets appelés effets 4D dans une attraction qui se veut donc naturellement une évolution notable par rapport à Captain EO. Alors, on va faire un petit point sur tous les effets que l'on trouve. Alors, je prends l'attraction Disneyland Paris, sachant que c'était similaire évidemment aux autres versions. Alors d'abord, il y a le souffle du rotor. Le rotor, c'est la machine dans laquelle est le professeur Tsalinsky au départ. En fait, elle provient de l'orifice situé sur le fauteuil devant celui du spectateur et un jet d'air sous pression en fait est projeté tout simplement vers le visage du spectateur. Les fameuses souris. Ah, les souris, je pense qu'on s'en souvient tous. Donc en fait, c'était quoi? C'était un système de barre en plastique souple qui était situé sous le fauteuil et qui était agité à l'aide d'un souffle d'air comprimé. Ensuite, il y avait des hologrammes qui étaient des projections de type laser à travers la salle. Voilà. Et en fait, quand on se retournait, il était possible de voir que le rayon provenait d'une autre fenêtre distincte de celle de projection pour donner l'effet de laser, etc. Les lunettes, on avait ces fameuses lunettes qui étaient jaunes, qui existent toujours d'ailleurs et qui étaient utilisées dans Captain EO. Bon, là, c'est pas trop novateur parce que les lunettes, en fait, elles étaient polarisantes et elles permettent de reconstituer un relief en deux images projetées avec un léger décalage.
Et en fait, bah, tout simplement l'un des principes de base du cinéma en relief. Donc là, rien de révolutionnaire. Par contre, les mouvements de la salle, alors ça c'est quelque chose qui était assez révolutionnaire, c'est que les mouvements de la salle sont dus en fait à la construction d'une partie de la salle sous vérin. Voilà. Et en fait, en étudiant le sol autour des fauteuils, on peut remarquer qu'il y a un espace, un espace comme une espèce de qui sert de joint de dilatation finalement, et qui va permettre la vibration de la salle. Et le plancher mobile fait pas moins, tenez-vous bien, de 100 tonnes, et il a fallu pas moins de 50 km de fil électrique et 5 km de conduits d'aération pour acheminer tous ces effets spéciaux sur chacun des fauteuils, des 600 fauteuils des spectateurs. Et puis, on se souvient aussi de l'éternuement du chien, je pense que ça a marqué aussi plus d'un. Bah, là aussi, hein, c'est facile, ça provient tout simplement de l'orifice situé sur le fauteuil de devant, voilà, devant celui du spectateur, et il y a un jet d'air humide sous pression qui est projeté vers le visage, tout simplement, d'où cet effet d'éternuement. C'était énormément de synchronisation, et encore une fois, voilà, tous ces effets étaient vraiment assez révolutionnaires quand même pour l'époque parce que Captain EO c'était beaucoup plus limité que ça. Hein. Captain EO c'était vraiment très très limité. Alors, les lunettes 3D ont aussi un rôle dans la storyline puisque pour la première fois, elles s'intègrent dans l'histoire en étant des lunettes dites de protection anti-débris. On ne sait jamais, il peut y avoir un débris. Voilà, donc c'était comme ça qu'avaient été introduites ces lunettes. Au moins, on justifiait de la présence de lunettes 3D. Alors, cette aventure assez inédite pour l'époque a ouvert en 1994 à Epcot dans le pavillon de l'imagination, puis à Tokyo en 1997 sous le nom de Micro Adventure, et puis en 98 à Disneyland Californie, et puis enfin en 99 à Disneyland Paris. Donc cette attraction a fermé ensuite dans les années 2010 pour laisser place un hommage à Michael Jackson suite à son décès. Captain EO est revenu avant de laisser la salle un petit peu à l'abandon. Et en l'occurrence à Disneyland Paris, on a donc aujourd'hui Mickey's Filler Magic. Et dans les parcs américains, il y a toujours des espèces de courts-métrages Pixar, etc. Donc on sent bien que c'est un endroit qui devrait dans les prochaines années dégager pour de bon. Ce genre de spectacle ne fonctionne plus vraiment, donc plus vraiment d'intérêt de garder cette salle de show. Mais en tout cas, Chéri, j'ai redressé le public a véritablement marqué les esprits, marqué aussi dans l'évolution de storytelling, où le public était vraiment parti de l'aventure. Et c'est un progrès aussi dans le monde de l'audiovisuel, puisque c'est cette attraction-là, et du cinéma, puisque c'est cette attraction-là qui a permis ensuite, après, toutes les évolutions qu'on a, par exemple, aujourd'hui dans les cinémas, avec les fameux 4D expérience, je sais pas comment ça s'appelle, bref, qu'on a dans les Gaumont. Voilà, c'est grâce à ça finalement qu'on peut avoir ce genre d'attraction aujourd'hui, même dans un cinéma classique. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous aurez appris des choses. Mais n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, et puis à liker. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut, à bientôt.